Imaginez, si vous le voulez bien, une ville médiévale au plus fort de l'activité de la mi-journée. Le choc rythmé du marteau frappant l'enclume résonne depuis l'atelier du forgeron, des étincelles dansent dans la forge faiblement éclairée où le fer se transforme en outils qui façonneront la terre. Plus bas, dans la rue pavée, un scribe est penché sur un parchemin dans un ray de lumière, le grattement régulier de sa plume tandis que des lettres enluminées prennent forme sous des mains expertes. La brasseuse remue son moût dans la cour de la taverne, l'odeur douce du grain en fermentation se mêlant à la fumée de bois d'une centaine de foyers. Ce n'étaient pas simplement des métiers exercés pour un salaire. Ils représentaient des vocations d'une vie, affinées par des années d'apprentissage, perfectionnées par des décennies de pratique, transmises de génération en génération de maîtres à des élèves avides. Chaque artisan possédait un savoir qui ne pouvait s'apprendre uniquement dans les livres, mais qui exigeait l'accumulation patiente d'expériences, le développement d'une mémoire musculaire, la culture d'un jugement qui ne vient qu'avec une familiarité intime avec les matériaux et les techniques. Mettez cela en contraste avec les bureaux éclairés au néon d'aujourd'hui, où nous sommes assis devant des écrans lumineux à accomplir des tâches abstraites dont le but semble souvent déconnecté de tout résultat tangible. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 compétences médiévales qui connaissent une renaissance remarquable à notre époque moderne. Nous explorerons les anciens métiers de la forge, où le métal se plie à la volonté de ceux qui comprennent ses propriétés. Vous découvrirez les scribes et les enlumineurs, dont l'art patient a créé des livres d'une beauté à couper le souffle. Nous nous plongerons dans l'univers des herboristes et apothicaires médiévaux, dont la connaissance de la médecine par les plantes est aujourd'hui validée par la science contemporaine. Les traditions brassicoles développées par les moines médiévaux ont jeté les bases de la renaissance actuelle de la bière artisanale. La fauconnerie, les tisserands et teinturiers, les facteurs d'arc et empenneliers, les marchands et commerçants, les meuniers et les travailleurs du cuir. Chacune de ces professions médiévales offre un aperçu d'un travail qui a du sens, de compétences qui perdurent et de carrières qui peuvent apporter un véritable épanouissement au XXIe siècle. Plus qu'une curiosité historique, ces métiers représentent des voies viables pour ceux qui cherchent des alternatives à l'emploi conventionnel en entreprise, et nous examinerons précisément comment les praticiens modernes rendent ces compétences anciennes rentables aujourd'hui. Et si la réponse à notre insatisfaction professionnelle contemporaine ne se trouvait pas dans le futur, mais dans le passé médiéval. Pensez à ce dont jouissaient les artisans médiévaux et qui manque à tant de travailleurs modernes. Un travail qui produisait des résultats tangibles et significatifs qu'ils pouvaient voir et toucher. Un sentiment de communauté parmi les autres artisans qui comprenaient leurs difficultés. Une expression créative canalisée par des mains habiles. Et un rôle reconnu et respecté au sein de la société. Le système des corporations, malgré ses limites, offrait une formation complète, maintenait des normes de qualité et proposait des filets de sécurité sociale lorsque les membres rencontraient des difficultés. Ces compétences ne sont pas des pièces de musée qui prennent la poussière. Ce sont des traditions vivantes, redécouvertes par des gens qui ont constaté que les commodités modernes n'ont pas nécessairement apporté le contentement moderne. Bientôt, nous embarquerons pour un voyage à travers 10 professions médiévales, en examinant leurs racines historiques tout en révélant comment les artisans contemporains adaptent ces métiers éprouvés aux besoins modernes. Dans l'Europe médiévale, où l'existence quotidienne dépendait de l'agriculture et où la survie reposait souvent sur la guerre, les forgerons comptaient parmi les artisans les plus indispensables de chaque village et de chaque ville. Ils possédaient le savoir nécessaire pour transformer le fer brut en instruments qui rendaient la civilisation possible, des socs de charrues qui labouraient la terre aux épées qui défendaient les royaumes, des fers à cheval aux charnières, des clous aux armures.
Entrez dans un atelier médiéval et vos sens seraient submergés. La forge en pierre rougeoyant d'une chaleur qui pouvait dépasser les 2000 degrés Fahrenheit. Le charbon de bois crépitant tandis que les soufflets pompaient en rythme. Le son aigu du marteau frappant l'enclume. L'odeur âcre du métal chaud et de la fumée de charbon. La vue du fer passant par un spectre de couleurs en chauffant. Du noir au rouge cerise, à l'orange, au jaune, puis au blanc. La trinité essentielle des outils restait remarquablement constante. L'enclume, généralement en fer forgé avec une surface en acier soudée sur le dessus, le marteau, de nombreuses formes et tailles, et la forge elle-même, où le métal devenait malléable. Devenir forgeron exigeait bien plus que de la force physique, bien que cela aidât certainement à manier les marteaux heure après heure. Les garçons entraient généralement en apprentissage entre 10 et 15 ans, commençant une formation qui pouvait durer 7 ans ou plus avant de pouvoir se dire compagnon. Pendant ce temps, ils apprenaient à lire la couleur du métal chauffé avec la précision des thermomètres modernes, comprenant que le fer noir était froid et non travaillable, que le rouge signifiait qu'il chauffait mais n'était pas encore prêt, que l'orange indiquait qu'il approchait de la bonne température, que le jaune était idéal pour la plupart des travaux de forge et que la chaleur blanche signalait un métal prêt pour la soudure ou que l'on s'était peut-être trop approché du point de fusion. Ils maîtrisaient les propriétés des différents métaux et alliages, apprenaient lesquels nécessitaient plus ou moins de chaleur, comprenaient comment la teneur en carbone affectait le comportement du fer, découvraient comment travailler l'acier par rapport au fer forgé ou à la fonte. Les premières années d'un apprenti étaient consacrées à des tâches subalternes, attiser les feux, pomper les soufflets, organiser les outils, tout en observant le maître à l'œuvre. Progressivement, on leur permettait de tenter des projets simples sous étroite surveillance, fabriquant des clous ou de simples crochets, avant de passer à des travaux plus complexes. La progression d'apprenti à compagnon, puis à maître artisan, suivait un chemin clairement défini. Un compagnon avait acquis la compétence mais continuait à affiner ses techniques, voyageant souvent pour travailler sous différents maîtres afin d'apprendre les variations régionales et les techniques spécialisées. Ce n'est que lorsqu'il pouvait produire un chef-d'œuvre, une œuvre exceptionnelle jugée par toute la corporation, qu'on lui accordait le titre de maître et qu'on l'autorisait à prendre ses propres apprentis, perpétuant ainsi le cycle de transmission du savoir qui avait préservé et fait progresser le métier pendant des générations. Ce système garantissait que les compétences n'étaient pas simplement apprises, mais profondément intériorisées par la répétition et une responsabilité progressivement accrue. Aujourd'hui, la forge connaît une renaissance. Des émissions de télévision comme Forged in Fire ont fait entrer cet art ancien dans des millions de foyers, tandis que les médias sociaux présentent des travaux de forge qui attirent des millions de vues. Les forgerons contemporains créent des sculptures complexes qui ornent les espaces publics, des ouvrages métalliques architecturaux pour des bâtiments de luxe, des meubles sur mesure, des couteaux de cuisine forgés à la main que les chefs prisent, des ferronneries décoratives pour portails et balustrades. Les forgerons modernes marient habilement les techniques traditionnelles avec des outils contemporains, utilisant peut-être des marteaux-pilons pour la mise en forme initiale avant de finir à la main, ou employant des forges à gaz tout en conservant des forges à charbon pour certains travaux. Le marché de la ferronnerie sur mesure reste robuste. Un couteau de chef forgé à la main peut coûter 300 $ ou plus. Un portail ornemental, plusieurs milliers. Une sculpture artistique, des dizaines de milliers. Les personnes intéressées trouveront des cours de forge dans les universités communautaires, les écoles spécialisées et auprès de forgerons indépendants. Les coûts d'équipement initiaux peuvent être maîtrisés en commençant modestement. Une forge à tambour de frein,
une enclume d'occasion, des marteaux et des pinces de base. Ce qui attire les gens vers cet art ancien n'est pas seulement le revenu, mais la profonde satisfaction de façonner le métal avec le feu et le marteau, de voir la matière brute se transformer en objet d'utilité et de beauté. Avant l'imprimerie, chaque livre existait comme une création unique, laborieusement produite à la main. Au début du Moyen Âge, les manuscrits enluminés restaient presque exclusivement le domaine des moines dans les scriptoria. Des salles d'écriture dédiées où des mains patientes copiaient les textes sacrés. Après le XIIe siècle, alors que les universités se multipliaient et qu'une classe moyenne croissante développait l'alphabétisation et un revenu disponible, la production de livres devint une entreprise commerciale. La création d'un seul manuscrit nécessitait les efforts coordonnés de nombreux spécialistes. Les parcheminiers préparant les peaux d'animaux, les scribes écrivant les mots avec des plumes d'oie trempées dans de l'encre de Galles de chêne, les rubricateurs ajoutant le texte en rouge pour les titres, les doreurs appliquant la feuille d'or, les peintres de bordure créant des cadres décoratifs, les peintres de manuscrits réalisant des miniatures, et les relieurs assemblant les pages finies. Le terme « enluminé » dérive du latin « illuminare », qui signifie « éclairer », et était réservé aux manuscrits décorés d'or, qui captaient la lumière des bougies et semblaient briller. Le travail était éreintant. Les scribes ajoutaient parfois des colophons se plaignant de doigts raides, de maux de dos, d'une vue affaiblie par des années de travail minutieux dans une lumière insuffisante. Maîtriser la calligraphie exigeait des années de pratique pour obtenir des formes de lettres parfaites, un espacement constant et une qualité soutenue sur des centaines de pages. Les scribes préparaient leurs propres encres à partir de pigments coûteux. Le lapis lazuli d'Afghanistan pour le bleu outre-mer, le vermillon pour le rouge, le vert de gris pour le vert. Le parchemin nécessitait une préparation minutieuse à partir de peaux de veau, de mouton ou de chèvre, grattée et traitée, jusqu'à ce qu'elle soit lisse et souple. Le processus de dorure était particulièrement exigeant. La feuille d'or, si fine qu'elle flottait au moindre souffle, devait être appliquée avec des adhésifs spéciaux, puis brunie. Un seul manuscrit pouvait nécessiter des mois ou des années, représentant un énorme investissement en main-d'œuvre qualifiée que seuls les riches pouvaient se permettre. Le monde d'aujourd'hui pourrait sembler un environnement peu propice à la renaissance des arts du manuscrit, et pourtant, cette renaissance est indéniable. La saturation numérique de la vie moderne a paradoxalement accru l'appréciation pour les œuvres faites à la main qui portent la marque indubitable de la création humaine. Les calligraphes et enlumineurs contemporains trouvent des marchés dans de multiples directions. Les faire-part de mariage réalisés dans une calligraphie élégante avec des touches de feuilles d'or se vendent à des prix élevés auprès des couples qui recherchent quelque chose de plus significatif que des cartes produites en série. Les livres en édition limitée, souvent dotés de belles reliures et de textes manuscrits, séduisent les bibliophiles et les collectionneurs prêts à payer des milliers de dollars pour des volumes uniques. Les tirages d'art de pages enluminés se vendent dans des galeries à des mécènes qui apprécient la compétence méticuleuse requise. La papeterie de luxe offre un marché continu pour ceux qui apprécient encore la correspondance manuscrite. Les calligraphes modernes ont adapté les techniques historiques, combinant peut-être des formes de lettres médiévales avec des sensibilités de design contemporain, ou utilisant l'application traditionnelle de la feuille d'or sur des sujets tout à fait modernes. Même après que l'imprimerie a rendu les livres beaucoup moins chers et plus accessibles, les mécènes fortunés ont continué à commander des volumes faits à la main, comprenant que quelque chose d'irremplaçable se perd lorsque l'artisanat humain est remplacé par la reproduction mécanique.
Les artistes contemporains redécouvrent les défis et les satisfactions particuliers de la fabrication de livres entièrement à la main, de la préparation des pages au mélange des encres, à l'écriture du texte et à l'ajout de décorations. Les compétences requises, des mains sûres, de la patience, une attention aux moindres détails, un sens du design, une connaissance de l'histoire de l'art, recoupent de manière significative d'autres disciplines artistiques, mais le lien avec des siècles de praticiens assis à des bureaux similaires, confrontés à des défis similaires, ajoute une dimension que les arts purement modernes ne peuvent reproduire. Les cours de calligraphie et d'enluminure sont largement disponibles, les matériaux plus accessibles que jamais, et les communautés en ligne offrent soutien et inspiration à ceux qui sont attirés par ces arts anciens. Dans l'Europe médiévale, la plupart des gens ne rencontraient jamais de médecins formés à l'université. De tels docteurs servaient principalement la noblesse et les riches marchands. Le peuple se tournait vers les guérisseurs locaux. Les rebouteuses, sachant quelles plantes réduisaient la fièvre ou soulageaient la douleur. Les prêtres, avec leurs jardins d'herbes, distribuant des remèdes. Ou les barbiers pratiquant la petite chirurgie. Pour les affections graves, on pouvait se rendre dans un monastère ou chercher un apothicaire. Ces apothicaires représentaient les pionniers de la pharmacie, occupant un double rôle de pharmacien et de médecin. Ils préparaient des médicaments, des potions, des onguents et des teintures tout en diagnostiquant les maux et en prescrivant des traitements. La théorie médicale médiévale était guidée par la doctrine des 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire, que l'on croyait gouverner la santé. Les herbes étaient classées comme chaudes, froides, humides ou sèches, et les praticiens choisissaient des traitements pour contrecarrer les déséquilibres. Les outils et techniques de l'apothicaire étaient simples, mais nécessitaient de l'habileté pour être utilisés efficacement. Les mortiers et pilons broyaient les herbes, les racines, les écorces et même les minéraux en poudre assez fine pour être mélangés aux médicaments. L'équipement de distillation permettait d'extraire les huiles essentielles et les principes actifs des matières végétales, concentrant ainsi leurs effets. Infusion, décoction, cataplasme, onguent, sirops. Chaque méthode de préparation avait ses objectifs et sa technique appropriée. Les praticiens qui réussissaient tenaient des registres détaillés de leurs traitements et de leurs résultats, affinant progressivement leur connaissance de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Certaines personnes devinrent renommées pour leur expertise médicale. Hildegarde de Bingen, une abbesse bénédictine qui vécut de 1098 à 1179, a écrit de nombreux textes sur l'histoire naturelle et la médecine, dont Physica, un recueil complet explorant les propriétés curatives des plantes, des animaux, des pierres et des métaux, et Causae et Curae, qui examinait les maladies et les traitements. Elle a accompli cela à une époque où l'éducation médicale formelle était fermée aux femmes, démontrant que le savoir pratique et une observation fine pouvaient rivaliser avec la formation académique. Les œuvres d'Hildegarde sont restées influentes pendant des siècles et sont encore étudiées aujourd'hui par les historiens de la médecine et les praticiens de la guérison par les plantes. Ce qui est particulièrement frappant, c'est le nombre de plantes utilisées dans la médecine médiévale qui restent appréciées aujourd'hui, leur efficacité étant de plus en plus validée par la recherche scientifique. La sauge, employée par les herboristes médiévaux pour les troubles digestifs, s'est avérée posséder des propriétés antimicrobiennes. L'achillée millefeuille, utilisée pour traiter les blessures et arrêter les saignements, contient des composés qui favorisent effectivement la coagulation. La consoude, longtemps appréciée pour la guérison des os cassés et des blessures, contient de l'allantoïne qui stimule la croissance et la réparation cellulaire. Un groupe de recherche de l'Université de Würzburg, en Allemagne,
financé par le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline, étudie systématiquement les connaissances médicales conservées dans les textes monastiques médiévaux, à la recherche de composés qui pourraient être développés en traitement moderne. Cette recherche a déjà conduit à des produits efficaces contre le rhume. Et les chercheurs pensent que les herbiers médiévaux constituent d'excellents points de départ pour développer des traitements même pour des affections aussi graves que le cancer. Les principes pharmaceutiques actifs de nombreux médicaments modernes ont été initialement dérivés de plantes. Et les herboristes, à travers l'histoire, y compris les apothicaires médiévaux, avaient identifié beaucoup de ces plantes par une observation et une expérimentation minutieuse. Les herboristes d'aujourd'hui s'inspirent largement de ces connaissances traditionnelles accumulées tout en les adaptant aux besoins et à la compréhension contemporaine. La phytothérapie est de plus en plus utilisée comme thérapie complémentaire ou alternative de nombreuses personnes recherchant des approches naturelles, soit en parallèle, soit à la place des traitements pharmaceutiques conventionnels. La profession d'herboriste est en pleine croissance, avec des programmes de formation et des certifications disponibles. Les praticiens modernes combinent le respect de la sagesse traditionnelle avec une culture scientifique, comprenant à la fois ce que les guérisseurs médiévaux savaient par expérience et ce que la biochimie moderne a révélé sur le fonctionnement réel de ces plantes au niveau moléculaire. Avant le 12e siècle, le brassage était principalement une activité domestique où les femmes jouaient le rôle central. Ces brasseuses en sont venues à dominer le brassage du début du Moyen Âge naturellement. Les femmes faisaient le pain et lorsqu'il y avait un surplus de céréales, elles le fermentaient en bière, produisant une boisson nutritive plus sûre que l'eau. Autour de l'an 1000, les villes ont commencé à se développer et l'urbanisation a entraîné la spécialisation. Les espaces urbains plus petits manquaient de place pour l'équipement de brassage, alors des brasseurs spécialisés sont apparus. Au 14e et 15e siècle, le brassage est passé d'une activité familiale à une profession artisanale. La bière médiévale se gâtait rapidement, en quelques jours, créant des industries localisées de nombreux petits producteurs. Un recensement de 1577 a documenté la remarquable densité de tavernes en Angleterre. Environ 1 pour 187 personnes à travers le pays, avec des concentrations encore plus élevées dans les villes. Les brasseurs à domicile signalaient qu'ils étaient ouverts en suspendant un balai au-dessus de leur porte. Les institutions qui se sont le plus approchées du brassage à l'échelle commerciale dans l'Angleterre médiévale étaient les monastères. Les moines brassaient à la fois pour leur propre consommation. Les règles monastiques spécifiaient souvent une ration quotidienne de bière pour chaque frère, et pour les pèlerins et les voyageurs qui cherchaient l'hospitalité. Le monastère de Saint-Gall en Suisse représente l'idéal du brassage monastique à grande échelle au début de l'Europe médiévale. Un plan d'étage remarquable datant de 820 a survécu. Une conception de monastère idéalisée qui, bien que jamais réellement construite, démontre une compréhension sophistiquée du brassage. Ce plan montre 3 installations de brasserie distinctes qui seraient reconnaissables par n'importe quel brasseur moderne. Des zones distinctes pour le maltage, l'empâtage et la fermentation, avec des caves de stockage pour le vieillissement du produit fini. Une brasserie servait les moines eux-mêmes. Une autre s'adressait aux invités de marque et une 3e était destinée aux pèlerins et aux pauvres. Bien que cette conception particulière soit restée sur parchemin plutôt que sur pierre, elle reflète les pratiques réelles dans les monastères bénédictins à travers l'Europe. Les brasseurs monastiques étaient méticuleux dans leurs méthodes et leurs registres, abordant le brassage avec la même attention systématique qu'ils apportaient à la prière et à la copie de manuscrits. Ils ont développé des innovations importantes, notamment des processus d'empâtage en plusieurs étapes pour extraire le maximum de sucre fermenté cible du grain,
et des périodes de vieillissement prolongées dans des caves fraîches pour clarifier et améliorer leur bière. Peut-être plus significativement, ce sont les moines qui ont défendu l'utilisation du houblon, qui avait été introduit dans le brassage européen au 9e siècle. Le houblon ajoutait une amertume agréable qui équilibrait la douceur du malt, mais plus important encore, il avait des qualités de conservation qui prolongeaient la durée de vie de la bière de quelques jours à des semaines, voire des mois, rendant le brassage commercial à plus grande échelle économiquement viable. Le processus de brassage lui-même exigeait des connaissances et des compétences considérables. Le maltage transformait le grain brut en une forme dont les amidons pouvaient être convertis en sucre fermentescible. L'empâtage extrayait ces sucres sous forme liquide. La fermentation, réalisée par une levure que les brasseurs médiévaux ne comprenaient pas scientifiquement, mais certainement pratiquement, transformait le mou sucré en bière alcoolisée. Chaque étape exigeait une attention et un jugement minutieux. La renaissance moderne de la bière artisanale représente un lien direct avec ces traditions médiévales. Lorsque le mouvement des microbrasseries a émergé dans les années 1970 aux États-Unis et au Royaume-Uni, les brasseurs artisanaux pionniers se sont inspirés des traditions artisanales européennes séculaires. Beaucoup ont explicitement modelé leur approche sur la tradition brassicole monastique. Production en petits lots mettant l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Sélection rigoureuse des meilleurs ingrédients. Patience pendant la fermentation et le vieillissement. Attention à chaque détail du processus. Le marché actuel de la bière artisanale a explosé, avec des milliers de microbrasseries produisant des bières dans des styles allant de recréation fidèle de recettes médiévales et du début de l'ère moderne à des expériences follement innovantes avec des ingrédients et des techniques inhabituelles. Les brasseurs artisanaux modernes mélangent les méthodes de l'Ancien Monde avec la créativité contemporaine, utilisant peut-être des variétés de céréales anciennes, la fermentation ouverte traditionnelle ou le vieillissement en fût, tout en repoussant les limites avec des ajouts comme des fruits, du café ou des variétés de houblon inhabituelles inconnues des brasseurs médiévaux. La viabilité économique est claire. Les microbrasseries qui réussissent peuvent générer des revenus substantiels et des postes de maître brasseur ou de consultant en brassage peuvent offrir des revenus confortables de classe moyenne. Les connaissances techniques requises sont considérables. Les brasseurs doivent comprendre la science de la fermentation, la microbiologie, la chimie des saveurs, le fonctionnement de l'équipement et le contrôle de la qualité. De nombreux brasseurs commencent comme des brasseurs amateurs enthousiastes, développant progressivement leurs compétences avant de faire la transition vers la production commerciale. L'investissement en équipement peut être substantiel, bien que de nombreuses microbrasseries commencent modestement et s'agrandissent à mesure que la demande augmente. Ce qui attire peut-être le plus ceux qui entrent dans ce domaine, c'est la combinaison du défi technique, de l'expression créative et de la simple satisfaction de produire quelque chose que les gens apprécient. L'aspect communautaire reste également fort, avec des guildes de brasseurs et des clubs de brassage amateurs offrant des espaces de partage des connaissances et de soutien mutuel remarquablement similaires aux fonctions des guildes médiévales. La production locale et durable séduit les consommateurs modernes de plus en plus sceptiques à l'égard des produits de masse expédiés à travers les continents. La fauconnerie, la chasse au gibier sauvage à l'aide d'oiseaux de proie dressés, est devenue l'un des sports les plus prestigieux de l'Europe médiévale, servant à la fois de source de nourriture pratique et de symbole de statut. Cette activité exigeante nécessitait des engagements substantiels en temps, en argent, en espace et en expertise. Le poste de fauconnier était généralement héréditaire, le savoir étant transmis de père en fils.
Les fauconniers avaient la responsabilité de capturer des rapaces sauvages, de les dresser pour passer de l'état sauvage à celui de partenaires de chasse coopératifs et de les maintenir en parfaite condition. Le défi fondamental consiste à apprendre à des créatures sauvages à accepter la captivité et à revenir volontairement après avoir été relâchées. Le succès exigeait une patience et un soin infinis. Le fauconnier idéal se levait tôt, possédait des sens aiguisés, gardait son sang-froid, avait une voix forte pour appeler les oiseaux et savait nager. La société médiévale associait différentes espèces de rapaces à différents rangs sociaux, créant une hiérarchie élaborée d'oiseaux qui reflétait la hiérarchie sociale de leurs maîtres humains. Un empereur pouvait faire voler un aigle, le rapace le plus grand et le plus puissant. Un prince utilisait un faucon pèlerin, réputé pour ses piquets vertigineux à haute altitude au cours desquels il pouvait frapper sa proie à des vitesses prodigieuses. Les chevaliers préféraient les faucons sacres ou les autours des palombes. Les faucons pèlerins étaient particulièrement prisés pour leur style de chasse spectaculaire, grimpant haut dans le ciel avant de replier leurs ailes et de plonger à des vitesses qui en faisaient des missiles vivants. Les autours des palombes, membres de la famille des accipitridés plutôt que de véritables faucons, étaient des chasseurs polyvalents aussi à l'aise en forêt qu'en plaine, capables de capturer des proies allant des lapins aux faisans. Les éperviers, plus petits et plus agiles, excellaient dans la poursuite de petits oiseaux à travers un couvert dense. Le dressage de ces oiseaux nécessitait un renforcement positif et un renforcement progressif de la confiance. Les oiseaux étaient généralement capturés comme oisillons ou prélevés dans les nids comme des niais, puis nourris à la main pour commencer le processus d'imprégnation, établissant un lien avec les humains. Le chaperonnage, la pratique de couvrir les yeux d'un oiseau avec un capuchon en cuir spécialement ajusté, les maintenait calmes pendant le transport et les empêchait d'être effrayés ou distraits par des stimuli visuels. L'apprivoisement consistait à familiariser l'oiseau avec son maître, à lui apprendre à accepter de se percher sur la main gantée du fauconnier en instaurant progressivement la confiance par une interaction constante et patiente. Finalement, l'oiseau était initié au leurre, apprenant à le chasser et à le frapper, puis récompensé par de la nourriture. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé ces leçons préliminaires que la chasse réelle commençait, d'abord avec des proies faciles, progressant graduellement vers du gibier plus difficile à mesure que les compétences de l'oiseau se développaient. Aujourd'hui, la fauconnerie se poursuit à la fois comme profession et comme passionnante vocation dans le monde entier. L'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant son importance historique et culturelle. Les applications modernes de la fauconnerie incluent des services pratiques comme l'effarouchement. Des rapaces dressés peuvent éloigner les oiseaux des aéroports, où ils présentent des risques de collision avec les avions, ou protéger les vignobles des oiseaux mangeurs de raisins sans avoir besoin de produits chimiques nocifs. Des programmes éducatifs amènent les rapaces dans les écoles et les centres de nature, enseignant au public la conservation et le monde naturel. La fauconnerie sportive restait populaire parmi les praticiens dévoués qui apprécient le lien profond qui se forme entre le maître et l'oiseau et la continuation des anciennes traditions de chasse. La plupart des pays exigent une licence pour pratiquer la fauconnerie avec des réglementations garantissant que les praticiens ont les connaissances adéquates pour prendre soin de leurs oiseaux correctement. Les futurs fauconniers doivent généralement effectuer des apprentissages de 2 ans ou plus sous la direction de parrains expérimentés, démontrant leur engagement et apprenant par un mentorat direct. Les besoins en équipement comprennent les oiseaux eux-mêmes.
des structures d'hébergement appelées muses, des chaperons, des jets, des sonnettes, des gants, des perchoirs et du matériel de transport. L'engagement en temps est substantiel. Les oiseaux nécessitent des soins quotidiens, des séances d'entraînement régulières et des opportunités de chasse pour rester en bonne condition. Les communautés de fauconniers restent fortes, avec des clubs organisant des rencontres où les maîtres peuvent faire voler leurs oiseaux ensemble, partager leurs connaissances et célébrer leur passion commune. Un potentiel de revenus existe grâce aux services d'effarouchement, aux démonstrations éducatives et au dressage d'oiseaux, bien que de nombreux praticiens conservent un autre emploi et font voler leurs oiseaux par amour plutôt que pour l'argent. La conservation représente une dimension de plus en plus importante, certains fauconniers participant à des programmes de reproduction pour les espèces de rapaces menacées. Ce qui attire les gens vers cet art ancien, c'est le lien profond avec ces magnifiques prédateurs, la satisfaction de maîtriser des compétences complexes, le mode de vie en plein air et la continuation d'une tradition qui remonte à des milliers d'années. Aucune forme de fabrication n'a eu un impact plus grand sur l'économie de la Grande-Bretagne médiévale que l'industrie du drap. Les estimations suggèrent qu'un travailleur sur 7 participait à la fabrication de tissus et qu'un foyer sur 4 était impliqué dans le filage. Des organisations corporatives sont apparues en Angleterre au cours du XIIe siècle, bien que l'Allemagne ait établi une guilde de teinturiers dès 925. La production de tissus était une séquence d'opérations spécialisées. Les cardeurs alignaient les fibres de laine, les peigneurs retiraient les fibres plus courtes, les fileurs transformaient les fibres en fils, les tisserands entrelaçaient le fil sur des métiers à tisser, les foulons nettoyaient et épaississaient le tissu, les teinturiers coloraient le tissu fini en utilisant des matières tinctoriales coûteuses importées ou des matériaux locaux. Les innovations techniques dans le tissage ont fondamentalement changé à la fois l'économie de la production de tissus et la dynamique de genre du métier. Jusqu'à environ l'an 11 cent, le métier à tisser vertical à peson prédominait en Europe du Nord. Ce métier vertical exigeait que le tisserand travaille debout et utilisait des poids pour maintenir la tension sur les fils de chaîne. Il était principalement utilisé par les femmes, faisant du tissage un travail largement féminin tout au long du Haut Moyen Âge. Au cours du XIe siècle, cependant, le métier à tisser horizontal s'est répandu depuis les régions du Sud où il était utilisé depuis longtemps. Cette technologie révolutionnaire permettait aux tisserands de s'asseoir en travaillant, intégrait un système de pédales plus efficace pour manipuler différents ensembles de fils et augmentait considérablement la vitesse de production. Le métier à tisser horizontal n'a pas simplement rendu le tissage plus rapide. Il a transformé le tissage d'un travail de femme en un travail d'homme, car les artisans masculins ont adopté la nouvelle technologie et se sont organisés en guildes qui ont de plus en plus exclu les femmes du métier. La teinture exigeait ses propres connaissances spécialisées. Le pastel des teinturiers, une plante largement cultivée en Europe du Nord, fournissait des colorants bleus et devint une culture commerciale majeure. La racine de garance donnait des rouges. Divers lichens pouvaient produire des violets. Les colorants les plus précieux et les plus chers étaient importés. La cochenille de la Méditerranée pour des rouges brillants, l'indigo d'Asie pour les bleus les plus fins. Le processus de teinture exigeait une habileté considérable pour obtenir une coloration uniforme et des résultats permanents qui ne se décoloreraient pas rapidement. Dans de nombreuses régions, les tisserands et les teinturiers entretenaient des relations complexes, parfois conflictuelles. Des sources mentionnent que les teinturiers étaient maintenus dans un état de dépendance complète par d'autres guildes, suggérant que les dynamiques de pouvoir entre différentes spécialisations artisanales pouvaient s'être tendues même lorsque les métiers eux-mêmes étaient interdépendants.
La renaissance moderne du tissage traditionnel et de la teinture naturelle défie l'industrie de la mode éphémère. Les tisserands contemporains reviennent aux métiers à tisser traditionnels, créant des tissus tissés à la main qui ne ressemblent en rien aux textiles industriels. Les ateliers de teinture naturelle attirent donc les personnes intéressées par des alternatives durables. Le marché des textiles artisanaux se développe à mesure que les consommateurs apprécient la production durable et la beauté unique. Les tisserands modernes produisent du métrage sur mesure, des écharpes tissées à la main, des tentures murales en tanquart textile et des tissus pour la décoration d'intérieur haut de gamme. Les sources de revenus comprennent les ventes directes, les commandes sur mesure, l'animation d'ateliers et la vente de patrons. Les marchés en ligne comme Etsy mettent en relation les producteurs artisans avec des clients du monde entier. Les compétences techniques sont substantielles. Les tisserands qui réussissent doivent comprendre la mécanique des métiers à tisser, la théorie des couleurs, les propriétés des fibres, la création de patrons. L'angle de la durabilité offre un marketing puissant. Les teintures naturelles traditionnelles produisent des couleurs avec une profondeur que les synthétiques ne peuvent égaler. Les exigences en matière d'investissement varient. Les métiers à tisser simples coûtent quelques centaines de dollars, tandis que les métiers à tisser à plusieurs cadres peuvent coûter plusieurs milliers. 4 artisans distincts équipaient l'archer médiéval. Le facteur d'arc fabriquait l'arc lui-même. Le cordier créait des cordes d'arc à partir de chanvre ou de tendons, conçus pour résister à une tension énorme. L'empennelier se spécialisait dans la fabrication de flèches, façonnant les fûts, attachant les plumes pour la stabilité en vol et assemblant les composants. Le forgeron de pointe de flèche forgeait des pointes de flèches en métal de diverses conceptions optimisées pour des usages particuliers. Le métier de facteur d'arc exigeait une profonde compréhension des propriétés du bois. L'if était préféré pour les arcs longs anglais, prisé pour sa combinaison de force et de flexibilité. Lorsque l'if n'était pas disponible, les facteurs d'arc travaillaient avec du frêne, de l'orme ou du hickory. Un bon arc nécessitait une sélection minutieuse des matériaux. Inspecter le sens du grain, la teneur en humidité, rechercher des pièces sans défaut. Le façonnage était effectué progressivement à l'aide de planes, de râpes et de grattoirs, en vérifiant constamment le tiller de l'arc, l'équilibre et la courbure des branches. Les empenneliers faisaient face à leurs propres défis techniques pour créer des flèches qui voleraient droit. Le terme dérive du français « flèche », et le métier était essentiel au succès du tir à l'arc. Le meilleur arc était inutile sans des flèches bien faites. Les fûts devaient être parfaitement droits, ce qui nécessitait de sélectionner le bois approprié et parfois de redresser à la vapeur les fûts tordus. Le bois devait être assez solide pour résister à l'accélération explosive de la libération, mais assez léger pour voler loin. Les plumes, traditionnellement d'oie ou de cygne, étaient fendues et façonnées avant d'être attachées à l'arrière du fût, leur disposition légèrement hélicoïdale faisant tourner la flèche en vol, stabilisant sa trajectoire comme les rayures dans le canon d'une arme à feu. L'encoche à l'extrémité arrière de la flèche tenait la corde et devait être coupée précisément pour s'ajuster parfaitement sans être si serrée qu'elle ralentisse la libération. À l'avant, la douille de la pointe de flèche devait être solidement fixée pour que la tête ne se sépare pas en vol ou à l'impact. Chaque élément exigeait de la précision. Des variations de rigidité de la colonne vertébrale, de poids ou d'équilibre entre différentes flèches d'un même ensemble les feraient voler différemment, rendant un tir précis impossible. À Londres, les facteurs d'arc et les empenneliers partageaient à l'origine une guilde commune, mais en 1371, les empenneliers ont demandé une séparation stricte des métiers,
ce qui a conduit à la fondation de la Worshipful Company of Fletchers, qui existe encore aujourd'hui. Cette séparation reconnaissait que, bien que les métiers soient liés et interdépendants, chacun exigeait des connaissances et des compétences suffisamment distinctes pour mériter une organisation indépendante. Le tir à l'arc traditionnel connaît une résurgence due à des facteurs convergents. Les communautés de reconstitution historique exigent un équipement authentique. De nombreux archers modernes préfèrent l'équipement traditionnel, qui les relie à l'histoire du tir à l'arc plutôt que les arcs à poulies. La fabrication d'arcs sur mesure est devenue une niche viable. Les facteurs d'arc modernes produisent des arcs longs traditionnels, des arcs recourbés et des conceptions expérimentales. Le potentiel de revenu comprend les commandes sur mesure. Les arcs traditionnels bien faits se vendent entre 500 et 1500 $, l'organisation d'ateliers et la vente via des plateformes en ligne et lors d'événements de tir à l'arc. Les matériaux sont plus accessibles, avec des fournisseurs proposant du bois séché, des cols de peau traditionnels, des cordes en fibres naturelles. Les communautés d'archers traditionnels organisent des rassemblements appelés « rendez-vous », où ils tirent ensemble, partagent leurs connaissances et célèbrent leur passion commune. La demande du marché provient des reconstituteurs historiques, des chasseurs traditionnels préférant un équipement simple, des collectionneurs et des archers de loisirs trouvant l'équipement traditionnel plus satisfaisant. Ce que les historiens appellent la révolution commerciale a marqué une croissance rapide du commerce européen à partir du Xe siècle, reconstruisant progressivement les liens économiques qui s'étaient effilochés après l'effondrement de Rome. Le Haut Moyen Âge a connu un déclin significatif du commerce à longue distance, car les routes romaines se sont détériorées et la fragmentation politique a rendu les voyages dangereux. À partir du XIe siècle, le commerce a repris pendant une période de stabilité relative et de croissance économique. Les villes se sont multipliées et les marchands ont émergé comme une nouvelle classe sociale dont la richesse rivalisait parfois avec celle de la noblesse terrienne. Au XIIIe siècle, le commerce à longue distance s'est étendu pour inclure des articles de tous les jours et non plus seulement des produits de luxe. Les commerçants ont bénéficié de l'amélioration des infrastructures, routes entretenues, canaux creusés, navires technologiquement avancés. Ces facteurs ont réduit le temps de transport, augmenté la capacité de chargement et diminué les pertes. Les marchandises circulant à travers l'Europe médiévale se lisaient comme un inventaire des richesses du monde. Ambre, céramique, textile, vin, fourrure, miel, épices, or, ivoire. Les marchands médiévaux commerçaient et voyageaient simultanément, s'approvisionnant en produits lors de voyages qui pouvaient les emmener à des milliers de kilomètres, puis vendant leurs marchandises sur les marchés, dans les boutiques ou lors de grandes foires commerciales. Cette expansion du commerce a conduit à l'émergence d'une classe marchande riche et puissante, qui a façonné la politique urbaine et la politique économique. Les guildes de marchands réglementaient les pratiques commerciales, fixaient des normes de qualité, protégeaient les intérêts de leurs membres et offraient des forums de collaboration et de partage d'informations. Peut-être plus significativement, les marchands médiévaux ont été les pionniers d'innovations financières fondamentales pour l'économie moderne. Les marchands juifs et les banquiers italiens ont développé des instruments tels que les sociétés à responsabilité limitée, les actions et les parts, les lettres de change et les lettres de crédit. Ces innovations ont transformé le commerce, le faisant passer d'un commerce local à des systèmes complexes de crédit et d'investissements internationaux. La lignée directe des marchands médiévaux aux entrepreneurs modernes est claire lorsque l'on examine les principes fondamentaux. Identifier les besoins du marché et s'approvisionner en produits, construire des réseaux, gérer les risques, développer une réputation de fiabilité, s'adapter aux conditions changeantes. Les plateformes de commerce en ligne d'aujourd'hui
ne fournissent que de nouveaux outils pour des activités marchandes séculaires. Les applications modernes incluent les entreprises d'import-export, la curation de produits spécialisés via des marchés en ligne, la gestion d'espaces coopératifs d'artisans, le développement de commerces de détail spécialisés pour des marchés de niche. Le génie particulier des marchands qui réussissent, qu'ils soient médiévaux ou modernes, réside dans l'information et les relations. Ils savent où les marchandises sont abondantes et bon marché, où elles sont rares et précieuses. Les compétences requises couvrent la connaissance du marché, la négociation, la littératie financière, le réseautage et l'évaluation des risques. La technologie moderne amplifie les compétences traditionnelles des marchands plutôt que de les remplacer. De nombreux marchands artisans modernes se concentrent sur les produits faits à la main, aidant les artisans à atteindre des marchés individuellement inaccessibles, fonctionnant essentiellement comme le faisaient les marchands médiévaux. Les marchés de niche pour les aliments spécialisés, l'artisanat traditionnel, les produits vintage et les produits artisanaux prospèrent parce que les consommateurs apprécient de plus en plus les produits authentiques et de qualité qui ont une histoire. Le moulin à eau était la principale source d'énergie mécanique de l'Europe médiévale, si important que la plupart des villes devaient être situées près d'un cours d'eau. Ces machines ingénieuses utilisaient l'énergie de l'eau en mouvement pour faire tourner de grandes roues à aubes qui, grâce à des systèmes d'engrenages et d'arbres, actionnaient diverses opérations. Bien que la mouture du grain fût l'utilisation la plus courante, les roues à aubes entraînaient des scieries, actionnaient des tours, faisaient fonctionner des pompes, entraînaient des soufflets de forge, pressaient des graines pour en extraire l'huile et alimentaient des moulins textiles. La roue à aubes représentait l'un des premiers efforts réussis de l'humanité pour exploiter les forces naturelles pour un travail mécanique continu. Les moulins à vent sont apparus avant la fin du XIIe siècle comme alternative, là où l'énergie hydraulique n'était pas pratique. Le moulin à vent à axe horizontal est devenu familier à travers l'Europe en tant que développement du XIIe siècle. Les moulins à vent étaient intrinsèquement moins efficaces, car leur fonctionnement dépendait des vents dominants, mais ils accomplissaient des tâches similaires et apportaient la capacité de moudre aux régions dépourvues de sources d'eau. Le travail du meunier exigeait plus que de simplement laisser l'eau ou le vent faire le travail. Il recevait le grain des fermiers, le pesant soigneusement car il en prenait une partie en paiement. Le grain était versé dans la trémie, s'écoulant entre les meules. Ces lourdes pierres devaient être ajustées avec précision. Trop écartées, elles produisaient une farine grossière impropre au pain. Trop rapprochées, elles pouvaient produire des étincelles, risquant d'enflammer la poussière de farine de manière catastrophique. Lorsque le débit de l'eau ou le vent changeait, le meunier effectuait des ajustements constants pour maintenir une vitesse de mouture optimale. Si le moulin tournait trop vite, la chaleur de friction ruinerait la qualité du grain. Une connaissance technique des engrenages, des meules et des systèmes d'alimentation était essentielle, tout comme une compréhension intuitive de la manière dont le débit de l'eau ou les régimes de vent affectaient les opérations. Socialement, le meunier occupait une position compliquée. En tant qu'opérateur d'une technologie vitale, il jouait un rôle essentiel, et les meuniers étaient souvent respectés, parfois riches. Cependant, les meuniers étaient assez souvent accusés de malhonnêteté, prélevant un surplus de grains ou frelatant la farine. Aujourd'hui, la meunerie artisanale connaît une renaissance dans le cadre du mouvement plus large vers les systèmes alimentaires locaux et les méthodes traditionnelles. La farine moulue sur pierre est devenue un produit de première qualité recherché par les boulangers sérieux qui reconnaissent les différences de saveur, de nutrition et de propriétés de cuisson par rapport à la farine de meunerie industrielle à cylindre. Les moulins commerciaux modernes utilisent des cylindres à grande vitesse
qui génèrent une chaleur importante, retirant le son et le germe pour obtenir une farine blanche pure avec une durée de conservation prolongée. La mouture sur pierre fonctionne à des vitesses plus lentes, générant moins de chaleur, préservant davantage d'huile naturelle et de nutriments, et produisant une farine à la saveur plus complexe. De petits moulins voient le jour en Amérique du Nord et en Europe, souvent liés aux mouvements de céréales anciennes qui font revivre d'anciennes variétés de blé, de maïs ancestral, de seigle de spécialité. Le potentiel de revenu comprend la vente directe de farine sur les marchés de producteurs ou en ligne, la vente en gros aux boulangeries et restaurants, les services de mouture sur mesure et les ateliers éducatifs. Le lien avec les systèmes alimentaires locaux est puissant. Le meunier établit des relations avec les producteurs de céréales, les boulangers et les consommateurs, créant des réseaux qui maintiennent de l'argent en circulation localement. Les exigences de départ sont modérées. Des moulins à pierre de qualité coûtent quelques milliers de dollars, un espace approprié est nécessaire, et des sources de céréales doivent être assurées. Le travail du cuir médiéval comprenait un ensemble de métiers spécialisés. Les tanneurs et les corroyeurs préparaient les peaux brutes, transformant les peaux d'animaux périssables en cuir stable et travaillable. Les bouteilliers fabriquaient des bouteilles en cuir. Les savetiers se spécialisaient dans la réparation de chaussures. Les cordonniers fabriquaient des chaussures neuves avec du cuir neuf. Les ceinturonniers fabriquaient des ceintures. Les lormiers créaient des harnais pour chevaux. Les malletiers produisaient des malles en cuir. Les selliers fabriquaient des selles. Les fourbisseurs produisaient des fourreaux. La tradition britannique maintenait des distinctions strictes entre les spécialisations. En 1395, le maire de Londres a interdit aux savetiers de travailler avec du cuir neuf et aux cordonniers de se mêler de vieilles chaussures. Le terme « cordonnier » dérive du cuir de Cordoue, un cuir particulièrement fin historiquement produit dans la ville-mort de Cordoue, en Espagne. Le processus de tannage qui transformait les peaux brutes en cuir utilisable était long, laborieux et notoirement malodorant. Les ateliers des tanneurs étaient généralement situés sous le vent des villes. Le tannage végétal, la méthode médiévale la plus courante, utilisait de l'écorce de chêne ou d'autres matières végétales contenant des tannins, des composés naturels qui se lient aux protéines de la peau, rendant le cuir stable. Le processus nécessitait de tremper les peaux dans des solutions de liqueur de tannage de plus en plus fortes pendant des semaines ou des mois. Bien que lent, le tannage végétal produisait un cuir durable et de haute qualité. Les travailleurs du cuir utilisaient des outils courants, des couteaux tranchants pour couper, des alènes pour percer des trous, des aiguilles et du fil pour coudre, des marteaux pour poser des rivets, et des formes de pieds autour desquelles les chaussures étaient construites. La création de patrons exigeait de l'habileté pour traduire des mesures en patrons plats qui devenaient des objets tridimensionnels. La connaissance des propriétés du cuir ne venait qu'avec l'expérience. La renaissance du travail du cuir artisanal aujourd'hui est motivée par des facteurs qui alimentent d'autres renaissances artisanales. Le désir des consommateurs pour la qualité et la durabilité, plutôt que pour les produits jetables, l'appréciation des produits faits à la main, les préoccupations environnementales concernant la production industrielle et la reconnaissance que les techniques traditionnelles produisent souvent des résultats supérieurs. Il existe une demande du marché pour des bottes et des chaussures sur mesure adaptées aux pieds de chacun, des ceintures et des sacs qui durent des décennies, des meubles rembourrés de cuir de qualité, des selles et des harnais construits selon les normes traditionnelles. Le tannage végétal traditionnel connaît une renaissance particulière auprès des consommateurs
qui préfèrent les matériaux naturels au tannage chimique. Les sources de revenus comprennent les commandes sur mesure, les réparations de produits de qualité, l'animation d'ateliers et les ventes en ligne. Les compétences requises couvrent la connaissance des matériaux, un travail manuel précis, la capacité de conception et le sens des affaires. Les outils sont plus accessibles, avec des kits de démarrage à un coût raisonnable. Les communautés partagent leurs connaissances via des forums en ligne, des guildes locales et des ateliers. La différenciation sur le marché met l'accent sur la qualité artisanale, l'ajustement sur mesure, les méthodes traditionnelles, les matériaux de première qualité. La satisfaction de créer des objets beaux et fonctionnels à partir de peaux d'animaux, en sachant que votre travail pourrait vous survivre et être transmis de génération en génération, relie les travailleurs du cuir moderne à d'innombrables artisans à travers les siècles. Lorsque nous examinons les conditions de travail réelles des artisans médiévaux, la réalité défie les hypothèses modernes. Les hommes libres, qualifiés, travaillant pour leur propre compte, travaillaient en moyenne environ 9 heures par jour sur l'année. Les maçons travaillaient en moyenne 8,6 heures. Lorsqu'ils travaillaient pour d'autres, les heures tombaient à moins de 7 heures par jour. Un règlement de guilde de 1370 pour les maçons spécifiait qu'en hiver, le travail durait du lever du jour à la tombée de la nuit, avec 1 heure pour le dîner et 15 minutes pour boire l'après-midi, tandis qu'en été, le travail s'étendait du lever du soleil jusqu'à 30 minutes avant le coucher du soleil, avec 1 heure pour le dîner, 30 minutes pour boire et 30 minutes pour la sieste de l'après-midi. Bien que la journée de travail s'étende de l'aube au crépuscule, le travail lui-même était intermittent. Les ouvriers s'arrêtaient pour le petit déjeuner, le déjeuner, la sieste habituelle de l'après-midi pendant les mois chauds et le dîner. Ces pauses de rafraîchissement étaient des droits traditionnels, dont ils jouissaient même pendant le pic des récoltes. Ce qui est peut-être le plus frappant pour les travailleurs modernes, c'est le temps de loisir des jours fériés, qui représentait environ 1/3 de l'année. Les jours fériés officiels de l'Église comprenaient des vacances prolongées à Noël, à Pâques et au milieu de l'été, ainsi que de nombreux jours de saints et jours de repos passés à festoyer, boire et s'amuser. Le système des corporations, malgré ses aspects restrictifs, offrait des avantages significatifs. Les guildes fonctionnaient comme des filets de sécurité sociale complets, garantissant que les compétences professionnelles étaient transmises par un apprentissage structuré, maintenant des normes de qualité, réglementant les prix pour prévenir l'exploitation et fournissant une aide mutuelle en cas de difficulté. Le plus important était peut-être la communauté et le sentiment d'appartenance. Les artisans travaillaient aux côtés d'autres personnes qui comprenaient leurs défis, qui parlaient le même langage technique. La progression de carrière suivait des chemins clairs, d'apprenti à compagnon puis à maître, chaque étape apportant un respect croissant. La fierté du métier était cultivée. La réputation d'un maître artisan était son atout le plus précieux. Les festins de guilde, les observances religieuses, les obligations mutuelles créaient un tissu social reliant les artisans individuels à quelque chose de plus grand. Quelles leçons les travailleurs modernes pourraient-ils tirer de l'expérience des artisans médiévaux? La plus évidente est le travail qui a du sens, un labeur produisant des résultats tangibles que l'on peut voir et toucher. L'expression créative par des mains habiles procure une satisfaction difficile à trouver dans l'emploi contemporain. La communauté compte. Travailler aux côtés d'autres personnes vers des objectifs communs crée un sentiment d'appartenance qui manque au travail moderne isolé. L'accent mis sur le développement continu des compétences et le cheminement vers la maîtrise donne au travail un sens plus profond que le simple échange d'heures contre un salaire.
L'intégration de la vie professionnelle et personnelle dans le modèle médiéval, avec des congés généreux, des pauses régulières et des rythmes suivant les cycles naturels, offre des alternatives aux cultures modernes de surmenage. L'accent mis sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur l'artisanat plutôt que sur la simple productivité, valide le fait de prendre le temps de bien faire son travail. Le mouvement artisanal d'aujourd'hui revendique explicitement ces valeurs, ses participants rapportant souvent une plus grande satisfaction de vie, bien qu'ils gagnent fréquemment moins d'argent que dans des carrières conventionnelles. Il ne s'agit pas de romantiser le passé. La vie médiévale comportait d'énormes difficultés. Mais il s'agit de reconnaître que certains aspects du modèle de travail médiéval avaient un réel mérite et que le progrès n'a pas nécessairement amélioré toutes les dimensions du travail et de la vie. Chacune des 10 compétences que nous avons explorées partage un fil conducteur. Le besoin humain profond de créer, de maîtriser un métier par un effort patient, de contribuer à quelque chose de significatif, de se connecter à des traditions plus grandes que nous-mêmes. Les artisans médiévaux trouvaient leur épanouissement à travers les résultats tangibles de leurs efforts, la communauté des autres artisans, le développement continu de leurs compétences et des rôles sociaux respectés. Ils se levaient chaque jour en sachant que leur travail comptait, que leurs mains façonneraient des matériaux en objets d'utilité ou de beauté, que leur expertise croissante était valorisée. La renaissance moderne des métiers traditionnels n'est pas une coïncidence. Elle représente une réaction profonde à l'aliénation que beaucoup ressentent dans l'emploi en entreprise contemporain, à la fatigue des écrans due au fait de passer des journées à regarder des rectangles lumineux, à une soif d'authenticité dans un monde de produits jetables fabriqués en série. Un nombre croissant de personnes reconnaissent que ce que nous appelons le progrès n'a pas nécessairement amélioré la satisfaction au travail et pourrait même l'avoir diminuée. La technologie présente un paradoxe. Les outils numériques, plutôt que d'éliminer les métiers traditionnels, permettent leur renaissance en fournissant l'infrastructure dont les artisans ont besoin pour prospérer. Les marchés en ligne connectent les créateurs avec des clients du monde entier. Les médias sociaux offrent des plateformes pour construire des réputations et des communautés. Les ressources éducatives rendent l'apprentissage accessible. Les artisans d'aujourd'hui n'ont pas besoin des salles de guildes médiévales quand Instagram, Etsy et YouTube remplissent bon nombre des mêmes fonctions. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, le modèle de travail médiéval offre des leçons qui méritent d'être entendues. Le système d'apprentissage, exigeant des années de pratique dévouées sous la direction de mentors expérimentés, produisait une véritable maîtrise. Une compétence profonde, développée par une accumulation patiente, crée à la fois de meilleurs artisans et une plus grande satisfaction personnelle. Les normes de qualité et les réglementations des guildes établissaient des réputations sur lesquelles les consommateurs pouvaient compter. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, intégrant des congés substantiels, des pauses régulières et des événements communautaires, équilibrait la productivité avec les besoins humains. L'accent mis sur la production d'un travail significatif répond aux besoins humains fondamentaux de sens. L'accent mis sur une production durable, créant des biens locaux et durables, répond aux préoccupations environnementales. Les mouvements modernes adoptent ces principes. Le mouvement des « makers » célèbre la création manuelle. La renaissance de l'artisanat valorise les techniques traditionnelles et les matériaux authentiques. L'économie artisanale crée un espace pour que les artisans individuels puissent subvenir à leurs besoins en dehors de l'emploi conventionnel. Les mouvements alimentaires locaux reconstruisent les liens entre producteurs et consommateurs. Ce ne sont pas des phénomènes distincts,
mais des expressions d'un large changement culturel visant à récupérer ce que la modernité industrielle a rejeté. Tout le monde ne peut pas ou ne devrait pas quitter son travail de bureau pour devenir forgeron ou brasseur. Beaucoup trouvent un véritable épanouissement dans des carrières professionnelles qui n'impliquent pas la fabrication d'objets physiques. Mais pour ceux qui ressentent l'attrait des métiers traditionnels, qui rêvent d'un travail engageant les mains autant que l'esprit, qui veulent maîtriser des compétences les reliant à des siècles de praticiens, des voies viables existent. Un nombre croissant de personnes ont réussi leur transition. Parfois en quittant brusquement leur carrière en entreprise, parfois en commençant à temps partiel, parfois en développant une activité secondaire qui devient leur revenu principal. La viabilité économique est démontrée par des milliers d'artisans qui subviennent à leurs besoins grâce à des compétences traditionnelles adaptées au marché moderne. Chaque métier que nous avons examiné représente une véritable voie d'avenir. Que ce soit la forge ou le brassage, la calligraphie ou l'herboristerie, le tissage ou le travail du cuir, la fabrication d'arcs ou la meunerie, le commerce ou la fauconnerie, des gens font ce travail en ce moment même, construisant des vies satisfaisantes autour de compétences que les artisans médiévaux reconnaîtraient immédiatement. Les outils modernes et les connaissances contemporaines rendent ces activités plus accessibles que jamais. Les ressources abondent. Des cours enseignant les techniques fondamentales. Des tutoriels en ligne démontrant des compétences spécifiques, des communautés partageant connaissances et encouragements, des mentors prêts à guider les nouveaux venus. Les points de départ sont réalisables. Un atelier de fin de semaine, un cours en ligne, rejoindre une guilde locale, essayer des projets simples pour découvrir si le métier vous parle. Le voyage du novice au maître exige toujours des années, exactement comme à l'époque médiévale. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtriserez en quelques mois, mais ce long voyage lui-même s'avère gratifiant pour ceux qui y sont faits. Chaque étape apporte une nouvelle compréhension, de nouvelles capacités, de nouvelles satisfactions. Créer quelque chose de ses propres mains, voir des matières premières transformées par votre habileté, maîtriser progressivement un art ancien, savoir que vous marchez sur un chemin usé par d'innombrables artisans à travers les siècles qui étaient fiers de leur travail. Ces expériences procurent un sens difficile à trouver ailleurs. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des compétences médiévales et de leur surprenante pertinence dans la vie moderne. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, découvrant comment les métiers anciens offrent des solutions contemporaines à l'insatisfaction au travail et à la recherche d'un emploi qui a du sens, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec toute personne qui s'interroge sur son parcours professionnel, toute personne curieuse des métiers traditionnels, toute personne cherchant des alternatives à l'emploi conventionnel. Abonnez-vous pour plus d'exploration sur la façon dont l'histoire éclaire notre présent et comment le passé offre une sagesse inattendue pour les défis contemporains. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Laquelle de ces compétences médiévales vous intéresse le plus? Avez-vous exploré des métiers traditionnels? Qu'est-ce qui vous attire dans les objets faits à la main et le travail artisanal? D'ici la prochaine fois, que votre travail ait du sens, que votre art soit épanouissant et que vos mains soient occupées à créer des choses de valeur durable dans un monde qui en a besoin.